Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans le chat si vous nous entendez et si vous nous voyez correctement? Super, parfait. Bon, bah, c'est parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. Avant qu'on commence, je me présente, je m'appelle Julia Mauvillain, je suis membre de l'équipe Community de Malte et je suis actuellement basée à Lyon. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Malte, je vais vous présenter rapidement un petit peu la plateforme. Donc, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Aujourd'hui, Malte, c'est plus de presque 400 freelances qui travaillent partout en France et un peu partout en Europe. On se développe, on essaie de se développer de plus en plus. Alors, notre but, nous, c'est vraiment d'accompagner les freelances dans leur recherche, leur apporter un suivi et un accompagnement qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça sert aussi de sécuriser vos paiements et aussi de vous assurer pendant toutes vos missions. Alors aujourd'hui, on accueille Édouard et Romain. Donc Édouard travaillent chez Star Fox Analytics. Édouard de Justino est le cofondateur de Star Fox, si je ne me trompe pas. C'est Et ça, bonjour à tous. Édouard Wenzel travaille avec lui en data. Et Romain, tu es le CEO de Addingwell. Donc, je vous en laisserai en dire un peu plus sur ces compagnies, hein, parce que voilà. Au niveau des questions, vous avez un onglet qui s'appelle questions dans lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On s'en occupera à la fin. Hein. On a mis en place 10-15 minutes de questions à la fin pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Utilisez pas le chat parce que sinon, on va pas les voir correctement. Je préviens à tous que ce webinaire est enregistré et qu'on mettra disponible le replay dans quelques jours. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos speakers et puis je reviendrai à la fin animer le temps des questions. Bon webinaire à tous. Super, bon, bah, merci pour l'introduction. Voilà, donc bon, on a déjà été un petit peu introduit, mais puis je pense que Romain aussi, tu reparleras un peu d'Addingwell. Edouard et moi travaillons pour Star Fox Analytics, donc qui est une agence. On voit plein de noms connus, en tout cas dans le chat. Donc je pense qu'on est voilà, pas tout à fait incognito. Donc on a monté une petite agence 100% dédiée à la web analyse. Et voilà. Et donc Romain est un partenaire avec Addingwell. Je pense Romain que tu pourras peut-être introduire rapidement Addingwell. Tu sauras mieux Ouais, le faire que moi. ça marche, merci. Bonjour à tous. Effectivement, on a reconnu aussi, j'ai reconnu aussi pas mal de personnes dans le chat. Donc, ravi d'être présent sur cet event. Je suis l'un des cofondateurs d'Addingwell. On est un service managé pour GTM server-side. Donc, dès qu'on parle d'Addingwell, on parle de tracking server-side qui va être une des parties. Et donc, merci à Starfox et Malte pour l'invitation. Ça nous permettra de vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner et comment ça peut marcher dans vos missions et vos opérations du quotidien. Yes. Alors du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de faire un état des lieux des problématiques réglementaires et technologiques de la collecte de données en 2022. Donc on va essayer de déminer un peu le terrain ensemble et puis d'aborder les solutions qui existent. Je pense qu'on aura un peu de différents types de profils, donc on espère couvrir un maximum de questions et puis on va essayer de laisser du temps à la fin pour échanger avec vous. Euh, je vais introduire rapidement les problématiques et puis Edouard et Romain vous présenteront les solutions existantes. Si ça vous va. Est-ce que... Ah bah voilà. Edouard, tu m'as devancé. Euh, alors, petite introduction. Donc, la collecte de données, alors c'est un titre un peu rapprocheur, mais a été divisé par trois en 2 ans. En cause, bah, on a le cadre réglementaire qu'on connaît avec l'évolution de la réglementation européenne, la RGPD, les directives comme e-privacy. Et puis ensuite, on a le cadre technologique. Donc, on avait déjà les adblockers avant. On a aussi maintenant, depuis les dernières années, des mécanismes de prévention de tracking qui sont embarqués par défaut dans les navigateurs et les OS. Certains navigateurs, certains OS, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une tendance de fond. Bon, je vais rapidement introduire sur le côté réglementation et puis après on passera un peu sur le côté techno avec Edouard et Romain. Donc on parle souvent du consentement pour le refus des cookies, donc du cookie consent. En réalité, c'est un petit peu un faux ami.
La réglementation autour du consentement, ce n'est pas vraiment focalisé sur les cookies, mais plutôt l'accès et l'utilisation de l'information. On avait la RGPD, donc le Règlement général de la protection de données, je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant, qui définit les règles de la protection de données à caractère personnel dans toute l'Union européenne. Donc ça apporte certains principes fondamentaux comme la transparence, le consentement, la révocation du consentement, le droit à l'oubli. Et puis ensuite, on a la directive privacy qui, quant à elle, va un peu plus loin et traite donc des communications électroniques et d'utilisation de traceurs comme les cookies, le fingerprinting, donc comme par exemple la combinaison d'adresse IP et du user agent. Et voilà, c'est des textes qui sont complémentaires et qui doivent être respectés. Alors, je vais juste essayer alors, il y a deux premières idées reçues. Voilà, est-ce que le fait d'avoir un utilisateur logué aujourd'hui, comme si vous êtes sur le site de vente privée, on n'a pas besoin de donner son consentement, c'est faux. Les données, est-ce que les données qui ne permettent pas d'identifier un utilisateur ne sont pas soumises au consentement? En fait, c'est la directive e-privacy qui vient nous obliger à demander quand même le consentement dès lors qu'il y a un accès en fait à un terminal, que les données soient à caractère personnel ou non. Voilà. Et donc, en plus, au niveau international, si vous voulez, il y a une quarantaine il y en a plus ou moins une quarantaine de lois sur la confidentialité des données. Et là où ça devient intéressant, justement, c'est bon, déjà en Europe, on n'était pas forcément ISO, mais on a une sorte de matrice de loi internationale et de niveau de données parce que voilà, toutes les données ne sont pas mises au même niveau. On a les données brutes, les agrégats, les données identifiées. Et puis ensuite, ces niveaux de données sont traités différemment selon si on s'envoie la donnée en first party ou qu'on l'envoie à des parties tierces. Donc voilà, donc c'est une sorte de logique en 3 dimensions qui est vraiment complexe et en plus qui est une cible une cible mouvante, clairement. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui, mon point c'est le suivant, c'est qu'on a simplifié un peu tout ça et on a une approche un peu binaire qui dit, voilà, si on n'a pas le consentement, on ne traque pas du tout, sans distinction entre niveaux de données, etc. Et donc on comprend parce que c'est tellement complexe que c'est aujourd'hui comme ça qu'on aborde le sujet. Je vais refermer un petit peu la parenthèse réglementaire pour laisser la main à Edouard. J'ai pas trop parlé du graphique que vous avez à l'écran, mais je pense que c'était pour représenter donc ce cadre réglementaire et technologique, donc avec la RGPD. Attention aux chiffres parce qu'ils varient beaucoup, notamment sur la partie technologique. Donc pour les ad bloqueurs, finalement c'est difficile de savoir en fonction de votre typologie de client, si c'est ça peut être 10% comme 50 ou 60% de vos utilisateurs s'ils sont tous sur iOS. Donc voilà, prenez-le pour avoir une idée d'ordre de grandeur, mais globalement, c'est ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc on a des solutions. Je vais laisser la main à Edouard et à Romain pour en parler. Merci beaucoup. Du coup, je vais rentrer un peu pour ma part dans les solutions techniques dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour contrevenir à ces différentes restrictions. L'objectif derrière, c'est de répondre un peu à 2 enjeux. Le premier, c'est récolter un peu plus de données, et l'autre, c'est de récolter un peu mieux la donnée ou des données de meilleure qualité. L'un va avec l'autre, c'est-à-dire que si j'ai une donnée un peu plus exhaustive, je peux faire des rapports plus représentatifs un peu d'une population qui va venir visiter un site web. On a vu, comme l'a introduit Edouard, qu'il y avait 2 impacts. Il y a l'impact de la bannière cookie et il y a l'impact des restrictions plus côté navigateur. Et on va voir que chacune des solutions que je vais présenter ici, même si en fait elles se rangent d'un côté ou de l'autre, elles peuvent jouer à la fois sur la récolte de davantage de données, mais aussi jouer aussi sur la qualité des données récoltées. Une petite aparté aussi que j'indique en bas, à chaque ensemble de solutions, en fait, vous allez devoir faire des compromis. Vous pouvez mettre en place toutes les solutions, plusieurs l'une avec les autres, et en fait, c'est à vous, face à chaque entreprise, généralement, de juger dans son contexte et ses enjeux, plus côté analytics ou plus côté médias, quelles solutions vont être pertinentes pour mieux piloter un peu les activités derrière. Le préambule que j'ai rajouté en faisant cette présentation, c'est qu'on peut pas mal parler de solutions pour récolter plus de données, mais on ne peut jamais tout traquer. Et je voulais juste le rappeler. Il y a un cas d'usage commun qu'on connaît tous, je pense, c'est je vais aller sur un site, regarder par exemple un site e-commerce, quelques articles lorsque je suis dans le métro le matin, et je reviens dessus chez moi le soir depuis mon PC et je convertis dessus. En fait, le fait d'avoir cette rupture de device, ça va empêcher en fait vos outils analytics de détecter en fait que c'est la même personne qui a fait la conversion et qui a vu le site le matin.
Alors, il y a des acteurs qui peuvent faire cette réconciliation. Quand on est une GAFA, Google, Facebook, on a des solutions. Google, par exemple, grâce au profil Google que vous pouvez avoir sur Chrome, sur votre téléphone et sur Chrome, sur votre PC, ils peuvent recouper derrière les utilisateurs. Chez Facebook, on sait détecter qu'une arrivée vient de Facebook et une conversion est faite avec un certain... lorsqu'il y a une conversion qui est faite, on peut remonter l'adresse mail aussi derrière. Du coup, il y a un recoupement qui est possible. Mais si on est simple annonceur, en fait, on n'a pas grand-chose qu'on peut utiliser comme clé de recoupement. Une fois que la personne est connectée, bien sûr, tout se passe bien. Mais si vous voulez recouper un lead avec un achat derrière, eh bien, c'est un peu plus compliqué de faire ce recoupement. Il y a certains rapports qui existent, comme dans Google Analytics, il y a peut-être quelqu'un qui le connaisse, le rapport cross-device, mais c'est des choses en bêta et ça a souvent certaines restrictions pour avoir une certaine volumétrie derrière de sessions et de conversions pour pouvoir se dire ce rapport-là est fiable et utilisable. Du coup, voilà, c'est juste un petit préambule pour dire, on va vous parler de pas mal de solutions, mais gardez en tête que, en fait, jamais rien n'est parfait, on ne peut jamais récolter 100%, il y a certains cas d'usage aussi qui vous resteront toujours fermés derrière. La première chose dont je vais vous parler, c'est la bannière cookie. Je pense que tout le monde a en tête ce que c'est. Du coup, c'est une interface qui va permettre à l'utilisateur d'accepter, refuser les cookies et du coup conditionner les tags et les scripts qui vont s'activer derrière. Et du coup, c'est votre premier facteur de perte de données utilisateur. Comme le disait Edouard, on va perdre 30% des données. Selon votre verticale, ça peut aller de 30 à 50. Les données un peu oscillent selon le site, l'UI et le domaine dans lequel vous travaillez. Notre vision, c'est que il n'y a pas moyen de faire 100, vous allez fatalement perdre 30 à 60% de votre donnée et de votre trafic. Dans l'UI actuel des bannières, du coup la façon dont la bannière est présentée aux utilisateurs, les bonnes pratiques qu'on observe, c'est une bannière en pleine page dès que la personne arrive, et aussi, c'est ce que vous voyez plus sur la partie droite, un bouton tout accepter un peu plus mis en valeur et une UI continuer sans accepter un peu en haut à droite, un peu plus caché entre guillemets. Cette UI-là, elle ne vient pas de nulle part, c'est quelque chose qui a été proposé par la CNIL dans ses lignes directrices, du coup, c'est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui lorsqu'on va sur un site internet. Tous les différentes CMP, du coup les CMP, c'est Concept Management Platform, j'ai donné quelques exemples à droite. Il y en a 3 qui sont prépondérantes en France, Didomi qui, je pense, a au moins 50-60% de part de marché, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est un acteur français assez reconnu sur le marché. On entend souvent parler de OneTrust, d'Acceptio aussi. Du coup, toutes ces solutions-là, c'est des solutions qui vont vous permettre d'afficher cette bannière-là, de récolter les consentements et de passer l'information à vos outils derrière qui vous permettent de déclencher vos différents tags, c'est-à-dire l'envoi d'informations à vos outils analytics, comme un Google Analytics, un Adobe, un AT Internet, ou vos envois d'informations aussi à vos outils de marketing ou médias, comme un Google Ads par exemple si vous faites des enchères. Dans les bonnes pratiques qu'on observe derrière, la première, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le deuxième bullet point, c'est le continuer sans accepter, qui lui est un peu la plus optimale parce qu'elle permet d'optimiser un peu, on comprend, le taux d'acceptation, tout en restant conforme. Et après, ce qu'on conseille surtout, c'est de mettre une bannière en pleine page à l'arrivée. L'utilisateur doit accepter avant d'accéder au site. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'un refus puisse bloquer l'accès au site si on n'est plus conforme. En fait, l'avantage que ça a, c'est que il accepte ou il refuse avant d'arriver. Du coup, la première donnée qu'on remonte, on est sûr que c'est bien sa première page d'arrivée. Sinon, on laisse la possibilité d'accepter au cours de sa navigation, on aura perdu tout ce qui s'est passé avant, ce qui peut être préjudiciable. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre à la fin. Si je suis assez flexible et que j'arrive à en voir et à y répondre en même temps, j'essaierai de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Du coup, à partir de ce constat où on perd 30% de données, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça peut paraître brutal, mais en fait, ça fait du coup 1 ou 2 ans maintenant que les entreprises s'y sont fait et on s'en accommode, en fait, au final. Cependant, on a quelques alternatives et initiatives généralement qui foisonnent dans les différentes entreprises et les différentes équipes. Vous avez sûrement entendu parler des entreprises qui veulent changer d'outil analytics et il y a un sujet un peu moins connu qui est celui du consent mode et s'il est moins connu, c'est qu'il est porté par une équipe différente. Le changement d'outil analytique, généralement, il est porté par les équipes qui gèrent l'outil d'analytics plus au contact du coup d'un product owner sur un site pour lui dire quel est le taux de conversion sur ton parcours, quel est le taux de conversion du site. Derrière, le consent mode a été d'abord développé du coup par Google pour remonter un peu plus d'informations à Google Ads et généralement c'est les équipes du coup médias et acquisition qui vont être motrices dans ce genre de discussion-là. Si je parle des 2 équipes, c'est que ça a son importance et dans les entreprises, il peut y avoir un poids complètement différent entre les 2 équipes. Donc, son équipe analytics qui a 1 ou 2 personnes qui a représenté, je sais pas, un coût de 100, 300 000 euros l'année et en fait une équipe média qui gère un budget spend, on va dire, à plusieurs millions d'euros, on comprend que derrière la valeur et la portée, l'initiative n'est pas forcément la même. Le changement d'outil d'analytics, du coup, l'idée, c'est de passer sur les outils exemptés de consentement, dont je vais parler un peu plus tard, qui sont spécifiques au marché français et de récolter un peu plus de données derrière.
Il y a quelques limites derrière. On ne peut pas faire des analyses de parcours. Du coup, on change d'outil aussi. C'est une spécificité française. En fait, on peut se dire, si votre site est utilisé par des utilisateurs français, mais aussi dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent être mises à mal ou c'est des choses qu'il faut à minima considérer dans son positionnement juridique autour de l'adoption de tels outils. Et faire une migration, c'est assez long, c'est assez compliqué, il faut former des équipes. Du coup, ça peut être aussi un facteur limitant. Sur tout ce qui est consent mode, et encore une fois, je vais détailler toutes ces solutions un peu plus tard. Le but, c'est de remonter un peu plus de données dans vos outils de bidding, entre autres Google Ads. Il y a une adhérence avec le positionnement juridique. Ce n'est pas une solution qui a été validée ou invalidée par la CNIL. On est clairement dans une frontière floue, un peu entre les deux. Et en plus, il y a plusieurs possibilités de configuration de l'outil, chacune pouvant être estimée comme étant plus ou moins conforme. C'est un sujet complexe à comprendre techniquement, mais c'est pas forcément complexe à mettre en place. C'est un règle qu'on a d'un cas récent. On a tenté de le mettre en place chez un client. On a fait un test qui s'est plutôt bien passé. Il faut faire attention au côté juridique. Et il y a aussi un point, c'est que en fait, c'est une solution qui va permettre d'extrapoler les données sur les personnes qui n'ont pas consenti. Et du coup, il y a besoin de le faire tourner avec 100% des données pendant quelques semaines pour affiner justement le moteur d'extrapolation. Du coup, ça aussi, ça peut être aussi litigieux d'un point de vue juridique. Pas besoin de faire tourner le consent mode avec 100% des données, c'est la question de Romain. Du coup, généralement, voilà, on conseille d'avoir 1 à 2 semaines. On a eu un échange avec les équipes techniques Google en support sur l'implémentation là-dessus. C'est ce qu'ils disaient. Du coup, faire tourner 2-3 semaines avec 100% des données et après, pour faire travailler le moteur d'extrapolation et après, du coup, le redescendre en fait à la réalité, c'est-à-dire avec tous les refus utilisateurs sur la bannière cookie. Le changement d'outil. Vous avez peut-être entendu parler du coup d'entreprises qui sortent de Google Analytics. Il y a une actualité assez litigieuse. En février dernier, du coup, il y a eu un positionnement de la CNIL pour dire que Google Analytics n'était pas conforme, avec un souci derrière dans l'argumentaire, c'est que l'argumentaire utilisé était le même en fait pour n'importe quelle solution SaaS qui hébergerait des données aux États-Unis. Il y a eu des précisions qui ont été postées en mois de juillet. Il y a certaines entreprises qui se disent du coup, parce que j'ai un historique avec la CNIL, parce que je suis sur un secteur sensible, je ne sais pas, bancaire, santé ou autre, je sens que le contexte Google est compliqué, et même s'il n'y a pas encore de jurisprudence d'acteur qui a une vraie amende financière pour avoir utilisé Google Analytics, je décide de sortir de l'outil parce que je pense que ça va être plus serein sur le long terme. Du coup, notre vision à nous, désolé, j'essaie de répondre aux questions en même temps, mais je me rends compte que je ne peux pas faire les deux. Du coup, je répondrai à certaines questions à la fin. Notre vision à nous, c'est que en fait, c'est à chaque entreprise de se positionner par rapport à ce que je disais justement à l'instant. Est-ce que je suis sur un sujet sensible ou un domaine sensible? Est-ce que j'ai déjà eu des historiques avec la CNIL? Si vous allez sur le site de la CNIL, vous verrez tout l'historique un peu des condamnations qui ont eu lieu. Il y en a quelques-unes sur la bannière cookie, mais vous avez énormément de choses sur le marketing, par exemple abusif, des campagnes marketing, que ce soit par mail ou par téléphone, sur lesquelles il y a pas mal d'acteurs en fait en France qui sont fait condamner. Du coup, ça peut aussi être alimenter un peu votre stratégie de prise de décision. Une posture du coup qu'on observe si on ne change pas d'outil, c'est temporiser. C'est-à-dire, on a Google Analytics, il y a la nouvelle version qui est sortie, Google Analytics 4, et sur lequel Google communique un peu plus sur des garanties, un peu en termes de fiabilité, même si les garanties à 100% n'existent pas. Et du coup, il y a des acteurs qui se disent, on va temporiser, on va passer à Google Analytics 4, on va étudier un peu les risques qu'on a autour, et si un jour la CNIL vient toquer à la porte, mais je ne pense pas que ce soit probable, mais si ça arrive, en fait, on saura monter patte blanche, on sait qu'on a étudié le sujet, on pourra montrer qu'on a mis en place Google Analytics 4 de manière la plus sécurisée possible, et du coup, c'est un positionnement juridique aussi qui se tient. Il y a un impact sur Google Ads derrière, parce qu'il y a des liens entre Google Analytics et Google Ads, mais le positionnement aujourd'hui de la CNIL ne porte que sur Google Analytics, c'est-à-dire que les tags que vous avez derrière dans un GTM ou autre, qui remontent des conversions à Google Ads ou des micro-conversions, c'est des choses que vous pouvez conserver. Du coup, il va y avoir un peu moins de flexibilité entre les deux outils, mais a priori, ça ne devrait pas avoir d'impact énorme non plus sur vos activités d'acquisition. Même si derrière, c'est quelque chose, si vous avez des budgets à plusieurs millions, changez l'outil derrière, forcément, vous allez perdre un peu derrière, il faudra se réaccoutumer un peu à la nouvelle façon de faire. Comment vérifier que le consent mode de Google est implémenté correctement? Tu as plusieurs paramétrages qui sont possibles. Le support de Google est assez bien fait là-dessus pour expliquer un peu comment faire. Globalement, l'implémentation se passe en 2 temps. L'initialisation pour dire au début je donne rien, et puis au moment où la personne donne ses consentements, on permet d'envoyer des choses en plus aux outils Analytics et Ads. Ça prend la forme d'un paramètre dans vos payloads, si je parle un peu technique,
dans les payloads de collecte V, par exemple, qu'on envoie à Google Analytics, vous avez un paramètre GCS de mémoire qui s'appelle 101, 111, selon le 1 et le 0 étant est-ce qu'on envoie les données à Google Analytics ou Google Ads. C'est là-dessus qu'on se base généralement et on fait une séance avec les équipes techniques Google, c'est là-dessus qu'ils se basaient aussi. Sinon, vous avez pas mal de littérature là-dessus sur le support de Google, c'est assez bien expliqué, même si un peu technique. Nos conseils sur ce sujet-là, du coup, 1, comme je disais, évaluez votre niveau de risque. Faites-vous accompagner aussi pour évaluer vos dépendances. Migrer, c'est compliqué. Il y a la dépendance avec Google Ads, mais vous pouvez aussi avoir pas mal de tableaux de bord, par exemple, sur un data studio qui tourne. C'est des choses qu'il va falloir remettre en place. Si vous êtes un peu chauffé, vous avez fait, par exemple, des liaisons avec BigQuery pour faire des requêtes derrière dans un data lake, c'est des choses aussi qu'il va devoir remettre en place. Du coup, c'est pas quelque chose d'anodin. Et surtout, si vous restez sur Google Analytics, migrez sur Google Analytics 4. Ça, je pense, c'est un non-sujet que vous avez bien en tête, entre autres parce qu'il y a la bannière qui annonce la fin de vie de Google l'année prochaine pour les clients non 360. Petite précision qui date d'il y a un mois, mais migrez vers la nouvelle version dès que vous pouvez. Merci pour le tuto, Romain. Et merci pour tes réponses en live, Romain, sur le chat. Ouais, je vais prendre au fur et à mesure et je compte sur toi. Sur ma partie, ce sera la même chose. Ça marche. Je partage les rôles. Un échange de bons procédés. L'exemption de consentement. Du coup, l'exemption de consentement, qu'est-ce que c'est? C'est un concept français introduit par la CNIL au tout début un peu de la RGPD, je pense un an après. Ça a commencé à être introduit, qui permet de récolter des données anonymisées dans vos outils analytics. Et les données anonymisées des utilisateurs n'ayant pas consenti. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne consent pas, je vais quand même envoyer un ping anonymisé concrètement à l'outil Analytics pour dire il y a un utilisateur qui est venu sur cette page, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas le recouper avec une conversion. Par contre, je sais que cette page a été vue une fois et je sais qu'il vient, je ne sais pas, de Facebook par exemple. Du coup, c'est quelque chose d'assez puissant. Le cas d'usage auquel on peut penser facilement, c'est juste de se dire en fait, est-ce que je sais d'où viennent tous mes utilisateurs? Du coup, les fameux rapports d'acquisition sur support pour dire quelle est la part de mes utilisateurs qui viennent du direct, qui viennent du social, qui viennent du mail marketing. On peut se dire, avoir plus de données là-dessus, ça nous permet d'avoir des rapports un peu plus fiables derrière. Du coup, la fonctionnalité marche plutôt bien. Ça permet vraiment d'enrichir les rapports dans votre outil Analytics. Les seules informations qu'on ne remonte pas, c'est tout ce qui est lié à des parcours. Du coup, tout ce qui est lié à une page avec une page précédente, s'il y a un utilisateur à l'arrivée avec une conversion, derrière, c'est des choses un peu plus complexes à faire. Cependant, en fait, il y a quand même des données brutes en valeur absolue qui remontent sur les pages vues, les événements, les sources. Du coup, ça apporte quand même les choses. On n'est jamais à 100% de données remontées. Du coup, il ne faut jamais se dire je vais remonter 100% des données dans mon outil Analytics parce que vous avez toujours les adblockers ou des soucis techniques qui peuvent intervenir. Et gardez en tête aussi que les options de consentement, c'est un principe français. Je pense que j'ai vu sur le site de la CNIL qu'ils ont fermé les procédures maintenant pour adhérer à l'exemption de consentement. Je vois Romain hocher de la tête, du coup je me dis que je ne dis pas des bêtises. Je pense que ça a été mis en place au tout début de la RGPD, à voir s'il y a d'autres acteurs qui s'y mettent, mais à voir aussi comment tout ça va évoluer dans le temps. Mais gardez en tête que si vous êtes un site même français avec une empreinte européenne, j'ai des clients par exemple qui travaillent dans le camping, dans le travel par exemple, et bien aussi, vous pouvez avoir des utilisateurs, je sais pas, en Allemagne qui se disent tiens, là j'ai vu que lorsque je refusais le consentement, il y avait quand même des pings anonymisés qui remontaient à une solution française, c'est bizarre. Et en fait, une jurisprudence d'un autre pays pourrait vous taper dessus. Tout ça reste théorique, mais c'est juste pour dire, c'est un concept qui est introduit uniquement en France par la CNIL. Et du coup, notre conseil par rapport à ça, c'est de considérer cette solution comme bonus. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dit que vous allez migrer vers un autre outil, par exemple, parce que le positionnement sur Google est un peu risqué pour votre entreprise, eh bien, étudier derrière l'exemption de consentement, c'est quelque chose qui vous rapportera des données en plus. Par contre, changer d'outil pour la seule raison d'aller sur un outil d'exemption de consentement et pas parce qu'on se dit qu'il y a un risque par rapport à Google, c'est des choses que j'ai assez rarement vues, voire jamais. Après, j'ai pas fait 100% des boîtes, du coup, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, il faut vraiment le prendre comme un bonus supplémentaire. Le consent mode. Alors, il y a déjà eu quelques petites informations de Romain dans le chat. Le consent mode, c'est à mettre en parallèle des solutions exemptées de consentement. Quelque chose que je n'ai pas précisé sur les solutions exemptées de consentement, c'est que du coup, ce n'est pas sur Google, ça va être tous les autres acteurs analytics, et dans ceux les plus connus en France, de l'avoir du AT Internet. Je suis en train d'oublier le reste, AT Internet, Matomo, Piwik Pro aussi. Du coup, souvent, c'est les trois avec lesquels on est le plus en contact. Et le consent mode, c'est l'équivalent un peu côté Google Analytics, mais à la différence de l'exemption de consentement, au lieu de renvoyer des données anonymisées qui sont quand même des vraies données dans vos outils d'analyse, il va travailler sur un modèle pour extrapoler les données grâce aux personnes qui n'ont pas consenti. Du coup, ce n'est pas exactement la même chose, et on pourrait même se dire, si on pousse le bouchon un peu loin, que ça pourrait même être un peu plus conforme, parce que ce n'est pas la vraie donnée qu'on remonte, c'est la donnée extrapolée. Après, ça reste dans une grille ARA quand même, le consent mode. D'autant plus que, et c'est le dernier point que je mets dans notre vision, au départ, c'est quelque chose qui a été mis en place pour Google Ads, justement.
Vous vous souvenez ce que je vous disais sur en fait, les budgets médias qui représentaient tout ça et les budgets analytiques un peu moins dans les grandes entreprises. En fait, le Consent Mode, ça a été développé au début. Les premières fonctionnalités qui sont sorties, c'était pour faire de l'extrapolation sur vos campagnes Google Ads. Et après, Google Analytics, c'est arrivé un peu derrière. Une solution peu déployée aujourd'hui sur les entreprises. C'est un peu technique à comprendre, comme je disais. Et du coup, il y a quelques entreprises qui l'ont, mais c'est clairement pas quelque chose de systématique, y compris chez les très grands comptes. J'ai déjà travaillé dans des grosses entreprises qui se disaient très technique, on est trop visible côté CNIL, on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Et en plus, c'était au tout début, quand la R&D aussi dessus était en train de se faire côté Google, et on n'était pas non plus rassuré sur la fiabilité des données qui remontaient à l'intérieur. Deuxième sujet, c'est sur la complexité de l'implémentation. Ça va vous nécessiter quelqu'un de technique un peu pour comprendre comment ça fonctionne, mais une fois que c'est compris, c'est pas forcément complexe à mettre en place. Il y a pas mal d'obscurcissements, je pense, qui passent parce que des fois on essaie de l'implémenter via le TMS. Nous, notre bonne pratique, c'est plutôt de l'implémenter côté développeur, et autour de toutes ces questions-là, de déclenchement de la CMP, du Consent Mode ou autre, se pose souvent la question de maîtriser à quel moment notre code se déclenche. C'est un sujet qu'on a souvent lorsqu'on travaille sur Google Tag Manager ou les TMS. L'avantage de passer par le développeur, c'est qu'on peut spécifier exactement, comme dans la spécification technique Google, l'ordre dans lequel on doit exécuter les différents scripts. Et une fois qu'on fait ça, en fait, ce qu'on fait sur Consent Mode n'est pas forcément compliqué. On va faire un article côté Star Fox à ce sujet-là, justement avec quelques exemples de code. On a fait Acception, on a fait OneTrust, chaque CMP permettant d'exposer de manière différente des méthodes sur leur SDK qui permettent d'écouter le moment où l'utilisateur donne son consentement. Du coup, on a fait quelques tests qui marchent bien et on devrait publier des choses là-dessus dans les prochaines semaines. Comme on disait dans le chat, ça nécessite de fonctionner quelques semaines sur 100% du trafic. Et dans nos conseils, du coup j'en ai parlé, implémenter plus côté développeur, à valider aussi avec les équipes juridiques. Tout ce qu'on dit là, du coup, ça ne vaut pas tampon. En fait, comme je le disais au départ, c'est à chacun d'évaluer un peu son niveau de risque. Le seul positionnement qui a eu un peu de la CNIL, c'est côté Google Analytics aujourd'hui, mais il n'y a aucune sanction financière. Il y a pas mal d'acteurs qui restent sur Google Analytics. Du coup, c'est à chaque entreprise de faire un peu sa propre religion sur le sujet, en étant accompagné un peu par des techniques pour leur expliquer un peu ce que ça veut dire derrière chacune des solutions. Et j'en arrive sur le sujet server-side. Il n'y a pas d'autres questions. Le sujet server-side, le sujet server-side, vous vous rappelez au tout début, on parlait du récolter plus et récolter mieux. Là, on est plus sur le récolter mieux. On est plus aussi sur les restrictions que vous avez côté navigateur. Et du coup, ça va vous permettre de contourner ou de jouer sur les blocages que vous avez du coup sur iOS, Safari, Firefox, autour de la limitation ou de la limitation de la remontée d'informations, la durée de vie de vos cookies first ou third party. Du coup, c'est l'introduction de toute la partie de Romain. Notre vision, c'est que c'est un peu le sens de l'histoire pour avoir une récolte fiable côté analytics et pour les annonceurs et aussi côté éditeur. Par exemple, quand Facebook poste du CAPI, en fait, c'est du server-side derrière et du coup, on sent qu'il y a une tendance de fond sur ces sujets-là. Il y a un double intérêt et côté analytics et côté média, avec souvent le sujet média qui est prioritaire et qui est poussé d'abord. Du coup, nous, nos conseils par rapport à ça, c'est de s'intéresser un peu au sujet, sonder aussi ses partenaires médias. Ce qu'on a vu chez certains clients, c'est qu'en se disant quelles sont les opportunités pour le server-side, en fait, on a fait l'ensemble de tous les partenaires, l'ADS, retargeting, affiliation, j'en passais des meilleurs pour dire, OK, aujourd'hui, l'implémentation, comment elle est faite? Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que le server-side pourrait permettre d'amener des choses? Et des fois, c'était des discussions un peu donnant-donnant parce que les éditeurs aussi sont en train de s'y mettre à ces choses-là. Romain pourra en parler un peu plus. Il travaille directement avec les éditeurs pour mettre en place justement des templates de tags sur le server-side. Du coup, c'est vraiment une dynamique qui est en cours. Et souvent, on a des discussions entre techniques qui permettent vraiment de créer des choses et de derrière amener de la valeur pour les clients. Et dernier point à avoir en tête, c'est que souvent pour envoyer les informations justement à vos partenaires médias, sur le server-side, ça va passer par les flux Google Analytics. Du coup, souvent, ce qu'on conseille de faire, c'est de mettre en place les deux en même temps, le Google Analytics et derrière les cas d'usage prioritaires côté server-side. On a le même exemple en ce moment pour le Consent Mode. On met en place le Consent Mode en server-side aussi avec Google Analytics. Le rationnel étant, quitte à mettre en place quelque chose de complexe comme le Consent Mode, autant le mettre en place directement sur le server-side sur lequel on sait qu'on va migrer, plutôt que faire une implémentation en 2 temps où derrière il pourrait y avoir des pertes entre les deux. J'ai perdu, pas du tout. J'ai fini du coup ma partie. Je vais laisser la suite à Romain et je reviendrai à la fin pour refaire un peu le point sur toutes ces solutions-là et essayer de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on s'est dit. Merci pour votre attention. Top. Eh bien, dernière partie, c'est de zoomer à l'intérieur de ces différentes solutions sur celle qui concerne la partie server-side tracking. Pourquoi? Parce que c'est aussi par rapport à l'actualité, au phénomène de mode, hein, on en parle de plus en plus et potentiellement que vous soyez
Chez l'annonceur ou que vous soyez consultant, il y a des chances qu'à un moment donné, on vous parle d'implémentation, on vous parle de GA4, on vous parle de server-side, ou on vous parle de Facebook CAPI, qui a par exemple été évoqué par Edouard juste avant. Bien, l'idée, c'est que vous soyez armé, au moins pour comprendre, savoir vers qui aller, parce que je pense que le sujet, il est nouveau aussi chez tout le monde. Et donc, l'idée, c'est aussi de bien s'entourer, de bien s'accompagner pour pouvoir échanger, partager et trouver réponse à vos questions. Encore une fois, et par rapport à ce qu'on se disait au départ, c'est un point d'ancrage qui est tout le monde n'a pas le même niveau sur le server-side. J'en ai entendu parler ou j'ai bien creusé tous les tutos qui étaient sur le web. L'idée ici, c'est d'essayer de rassembler l'intégralité de l'information en quelques minutes. Pour le principe de base du tracking server-side, c'est à la différence de ce qu'on appelle le tracking client-side, qui est primé aujourd'hui sur toutes les implémentations de tags que vous mettez en place. Et le server-side, c'est quoi? C'est un principe de collecter les événements issus du web, donc PageView, Add to Cart, Purchase, et qui sont générés par un visiteur lors de la visite d'un site web, et de les transférer vers un serveur qui vous appartient, donc en votre nom, en first party, pour ensuite déclencher des tags côté serveur, et donc avoir un échange entre vos partenaires et les données issues des événements collectés par vos analytics et qui se passe côté serveur. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? On parle de ça parce que jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de cette pyramide data qui a été présentée par Edouard en introduction et de se dire, bah voilà, on a des impacts RGPD, on a des impacts liés aux adblockers, on a des impacts liés aux régulations des GAFA sur le maintien ou pas des cookies first et third sur le marché. Donc Safari, Firefox déjà aujourd'hui. Chrome, ça aurait dû être le cas en 2023, ça a été repoussé en 2024, mais ils vont suivre cette tendance de fond de réguler la partie cookie. Ou le deuxième sujet, c'est effectivement vous pilotez des campagnes médias pour vos clients où votre client vient voir en disant mon responsable de compte chez Meta m'a dit il faut installer l'API CAPI parce que le pixel, ça ne fonctionne plus. Et donc, en fait, c'est là où on a les deux prises dans lesquelles on peut parler côté serveur. C'est soit je veux mieux collecter par rapport à cette image qu'Edouard donnait, ou alors je veux collecter plus pour favoriser, améliorer le résultat de mes campagnes. Donc, c'est là où vous aurez ces deux axes de lecture côté serveur. Ce qui est aussi intéressant avant de rentrer dans comment ça marche, c'est pourquoi on en est arrivé là, parce que tous autour du call, on est un peu responsable aussi. C'est parce qu'on a fait des implémentations depuis le début du web, client-side, en arrivant tous, que l'on soit éditeur de logiciels, que l'on soit WebA, que l'on soit traffic manager, avec des solutions dites plug and play, c'est-à-dire que chacun vient avec son petit bout de code, vient avec son tag, et on dit, ah bah tiens, mets ça dans GTM côté client, et puis tu verras, ça va être plug and play, on pourra bosser ensemble. Ça a amené quoi comme conséquence cette partie-là? Ça a commencé à avoir des conteneurs web avec 10, 15, 20 tags différents qui exécutent tous du code sur le site de l'annonceur et qui vont avoir deux principales conséquences qui gênent tout le monde sur le marché. C'est la web perf et le difficile contrôle des données qui sont envoyées via ces tags. Quand j'installe le pixel de Facebook, je ne sais pas exactement ce qui part. Quand j'installe le pixel d'une plateforme d'affiliation, de Pinterest ou de n'importe qui, il vient exécuter du code sur mon site internet et je n'ai pas la main sur ce qui est exécuté, je n'ai pas la main sur ce qui est envoyé. Et c'est comme ça qu'on a eu deux grandes, je dirais, coups de massue sur le marché. On a eu d'un côté Cambridge Analytica avec des gens qui ont récupéré des données qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir ou qu'ils n'avaient le droit de faire et ils ont commencé à les travailler. Et donc là, on a eu un problème sur cette partie-là. Et deuxième élément, on a un web qui devient de plus en plus lent et des navigateurs Internet qui souhaitent porter la puissance et la rapidité de leur navigateur comme premier critère de téléchargement. Souvenez-vous, on a tous installé Chrome sur nos PC avant Safari. Pourquoi? Parce que Chrome était le navigateur le plus rapide du marché. Et donc, c'est leur mission. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on a envie de faire côté navigateur? Pourquoi il y a une régulation sur les cookies? Ce n'est pas uniquement lié à la protection des données consommateurs, c'est aussi moins il y a de code exécuté côté client, plus les sites sont rapides et donc plus les navigateurs ou les équipes IT sont contents. Et de l'autre côté, dans le cadre du RGPD, les annonceurs sont censés être responsables de traitement de leurs données. Ils sont censés avoir le contrôle. Et donc, pour garantir le contrôle de la donnée qui est transmise, il faut qu'ils en aient la perception et il faut qu'ils en aient la main sur ce point. Et c'est ce que le client-side ne permet pas de faire. Et donc, c'est ça le point, c'est-à-dire que tant qu'on va tirer des fils du côté client vers des plateformes tiers, que les échanges soient techniquement masqués, parce que derrière le client-side, on peut parler de sous-domaines dédiés, on peut parler de CNAME, on peut parler de plein de choses, mais à partir du moment où vous collectez de la donnée internaute
directement depuis le navigateur pour la transmettre à des partenaires qui soient technologiques ou qui soient des tiers publicitaires, vous êtes soumis aux régulations orientées et gérées par les géants. Donc ITP chez Safari, ETP chez Firefox, les adblockers et bientôt la partie de chez Chrome. Donc l'idée du server-side, c'est techniquement de changer la méthode en passant via un serveur entre deux pour justement venir bypasser les différents blocages que je pourrais rencontrer côté client. Techniquement, comment ça marche pour ceux qui ont déjà fait de l'analytics et du GTM? Ça, c'est une implémentation type aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'envoie mes données dans GTM, j'ai un conteneur web et donc là, on est au-dessus du graphique. J'ai des events qui sont réalisés dans mon bloc site internet rouge et depuis Google Tag Manager, je viens déposer des tags et ces tags vont envoyer de la donnée vers mes partenaires. Donc, vous avez branché le tag Analytics, le tag AdWords, le Facebook tag qu'on appelle le pixel. Et donc, tout ça se passe côté web. C'est dans cette bloc-là qu'on va rencontrer les deux principaux problèmes liés au tracking d'aujourd'hui et du coup, les bénéfices du server-side. C'est que cette exécution de code dans le conteneur web et donc sur ce qu'on appelle le GTM.js par exemple, donc le JavaScript qui est exécuté, on a une première lame qui sont les adblockers. Les adblockers ne permettent pas de charger le JS sur votre site internet et donc certaines datas ne vont pas arriver jusqu'à vos partenaires, qu'ils soient médias ou analytics. Et deuxième élément, la deuxième lame, c'est ITP-ETP qui dit bah ok, tu as déposé un cookie chez moi. Si il est déposé par un tiers, je ne le pose pas. Ça veut dire fin des cookies tiers. Et si c'est un cookie first, je le réduis pour une durée de 7 jours. Et donc, effectivement, je vais avoir un problème de qualité de données dans mes outils analytics au quotidien. Le serveur, dans le même schéma et dans cette même appellation, c'est quoi? C'est le haut, c'est la même chose. J'ai mon serveur de site web, j'ai mes events qui sont collectés depuis ces éléments. Sauf que au-delà d'avoir un conteneur web dans lequel je vais poser tous mes tags sur ces parties-là, je n'ai qu'un seul tag posé sur mon site internet qui va faire le lien entre le client-side et mon serveur. Et côté serveur, c'est à cet endroit-là que je vais déployer un conteneur serveur avec GTM server-side. Et depuis ce conteneur serveur, je vais déposer les tags qui étaient précédemment dans mon conteneur web, mais je vais les porter côté serveur. Et c'est ça la mécanique de la partie server-side. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer côté server-side, et là vous imaginez les bénéfices par rapport à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, c'est que les échanges de code et les exécutions de code sont exécutés côté serveur, donc n'impactent pas la web perf côté client. Et deuxième élément, ce qui se passe chez vous sur vos serveurs avec les choix d'envoi de données n'est pas régulé, n'est pas contrôlé ni par les adblockers, ni par les restrictions côté cookies. Et donc, c'est ça sur lequel est portée la partie server-side. Donc, si on prend cette image, c'est qu'on est dans un monde client-side dans lequel mes partenaires viennent se servir sur mon site internet des données qu'ils ont besoin pour travailler le ciblage ou l'attribution des conversions, à un monde où l'annonceur va être responsable de sa collecte sur son serveur et va ensuite transmettre cette donnée à ses partenaires pour ensuite réaliser l'attribution ou le ciblage des campagnes publicitaires. C'est ça le grand principe côté server-side. Sur les bénéfices, on en a 4 qui sont principalement pitchés sur les bénéfices du server-side. WebPerf, maintien du cookie, bypass des adblocks quand on est capable de bypasser l'adblock sur gtm.js. C'est un des use cases niveau 2, mais qui est tout à fait possible. Et ensuite, 2 autres choses qui sont pitchées et là qui sont importantes pour l'interne chez vous ou chez vos clients, c'est qu'on participe à la protection des données consommateurs puisque les échanges se font sur un domaine dédié et en first party, et à la gouvernance de la donnée puisqu'on passe justement dans un monde où on a le contrôle et on voit ce qui est envoyé, et on peut aussi détecter et y mettre un degré de volonté d'envoi de données. Je m'explique par exemple, sur un Facebook aujourd'hui, vous branchez le pixel, il est quasiment exécuté sur l'intégralité de vos pages et vous envoyez toutes les données. Quand vous passez côté serveur, vous avez la possibilité aussi de dire je ne déclenche pas l'envoi des conversions de tel type de conversion parce que je n'ai pas envie d'en informer Facebook, ou inversement, je n'ai pas envie de déclencher l'event page view parce que si je déclenche l'event page view, je vais avoir mes concurrents qui vont être alimentés par mon trafic en retargeting. Et donc, du coup, c'est aussi ce degré de transmission de données où d'un côté,
L'objectif, c'est de collecter mieux, plus pour envoyer, mais d'un autre côté, c'est aussi vous avoir la gouvernance de ce que vous souhaitez partager avec vos tiers publicitaires dans le cadre de ciblage ou de mesure. Donc, c'est ce juste équilibre que vous pourrez trouver côté serveur. En termes de bénéfices, on a le principal analytics, hein, si je prends l'exemple de GA4, si je passe le tracking côté server-side, je vais avoir en moyenne 12,5% d'utilisateurs reconnus en plus sur mon site internet. Si à ça, je bypass les adblocks à l'entrée, c'est-à-dire mon gtm.js, je le proxifie, ça c'est un use case qu'on propose chez Addingwell qui va vous permettre de le faire, je vais avoir 15% de sessions supplémentaires dans mon analytics. Donc c'est les deux principaux bénéfices. Comment vous pouvez mesurer ça? C'est votre taux de nouveaux users Safari versus Chrome. Si vous le regardez aujourd'hui, vous avez un taux de Safari nouveau user Safari qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Ou alors, vous pouvez aussi brancher deux propriétés en GA4 et de comparer une en client-side, une en server-side pour vérifier ces éléments-là. Côté serveur et côté Addingwell, on a aussi dans notre interface, hein, comme je vous l'ai dit, nous, on a un service qui permet de piloter GTM server-side. On fait des études pour savoir combien de cookies ont été maintenus par votre passage en server-side pour mesurer les bénéfices. Et ça, vous pouvez retrouver tous les infos sur un autre rendez-vous ou directement sur notre site internet. Si je prends un côté média pour parler aux deux populations qui sont là aujourd'hui, hein, soit je fais des campagnes pour mes clients, soit je suis WebA ou digital analyst. Côté Facebook, on parle de l'API CAPI. C'est aussi valable hein, pour Facebook et Instagram. L'idée du tracking server-side, c'est d'améliorer du coup le ROS des campagnes. Aujourd'hui, il y a des conversions qui se passent sur votre site internet. Vous avez l'information comme quoi une conversion a eu lieu, sauf que comme le pixel Facebook est bloqué, Facebook ne sait pas que cette conversion a eu lieu et ne peut pas la rattacher à une de vos campagnes pilotées dans Business Manager. L'idée du serveur, c'est de réenvoyer ces conversions avec l'API server-side pour que Facebook puisse mieux attribuer vos conversions. Ça a un effet immédiat sur le ROS de vos campagnes puisque vous allez avoir une meilleure attribution de vos conversions dans Facebook et ça va l'améliorer entre 11 et 20%. Si en plus vous bypassez les adblocks, vous allez faire du coup bypasser les adblocks à Facebook et vous avez 3 bénéfices supplémentaires. Vous améliorez un peu plus forcément votre ROS côté Facebook. Vous améliorez aussi le reach puisque plus vous envoyez de données et d'event, plus vous pourrez retargeter de personnes sur ces plateformes-là. Donc, vous avez une augmentation de votre reach. Et cette augmentation de reach a un impact sur le CPC, puisque votre CPC moyen va baisser, puisque vous allez cibler plus de personnes. Comment ça se teste? J'AB teste, j'envoie. C'est plus compliqué techniquement à faire, mais certains peuvent le faire. Sinon, dans Business Manager, vous verrez vraiment la partie suivi et envoi. C'est à ce moment-là que la question d'Adrien est très intéressante sur est-ce que je garde les deux, client-side ou server-side. La réponse, c'est que ça dépend. Côté Meta, par exemple, celui qui est affiché à l'écran, pour l'instant, il préconise de garder pixel et conversion serveur. Pourquoi? Parce que sur Chrome, Facebook arrive à très bien s'en sortir de son côté. Et donc, il va réussir à matcher des events facilement de son côté. Et donc, je dirais que tant que Chrome ne bloque pas les cookies tiers, Facebook va maintenir son pixel et son API serveur. Pour maintenir ça, ils ont développé un outil de déduplication de leur côté, c'est-à-dire que quand vous envoyez les events, vous les envoyez côté pixel, côté serveur, et de leur côté, ils font la déduplication. Donc, il n'y a pas d'erreur de double interprétation sur cette partie. Maintenant, la vraie question, ça dépend, est-ce que vous êtes celui qui gère le social ads dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes celui qui gère la web perf? Si vous êtes celui qui gère la web perf, vous avez envie de couper le pixel et de garder que CAPI. Comme ça, vous avez à la fois le bénéfice ROS, mais à la fois le bénéfice de CAPI. Si vous êtes celui qui fait le social ads, vous avez envie de garder le pixel parce que Facebook est meilleur sur Chrome tout seul par rapport à ce que Edouard évoquait tout à l'heure hein, sur la capacité de ces GAFA à reconnaître un individu que vous, quand vous envoyez une conversion serveur. Donc, le couple pixel plus serveur est plus performant d'un point de vue média que le serveur tout court. Par contre, sur la web perf, si vous dites ça à un IT ou à la personne qui gère la web perf chez vous, il dira tout de suite si vous pouvez me couper le pixel de Facebook, ça m'arrange aussi. Donc là, c'est aussi des choix en entreprise sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Côté
élément et comment avancer pour vous donner les clés et puis qui ouvrira la partie de questions. Pour faire du GTM server-side, SGTM, dans son acronyme, il vous faut ouvrir un conteneur serveur dans GTM. Il vous faut des personnes qui l'ont déjà fait ou qui sont prêts à étudier cette partie-là. Il vous faut des serveurs pour ouvrir et faire arriver la donnée. Et ensuite, il vous faut quelqu'un pour brancher les tags et piloter le ROI. Nous, à Dingwell, on est sur la partie serveur. Hein. L'idée, c'est de faciliter ce point-là qui peut être un point de douleur et qui est surtout un point important. Starfox est là sur la partie people et vous aide à implémenter sur ces éléments-là et font partie des partenaires qui vont réaliser des intégrations pour nous chez les annonceurs. SGTM, c'est gratuit. Les people, c'est bien évidemment du TJM. Les serveurs, c'est ce qui coûte. Et on passe du coup à un tracking qui est un peu payant. Alors, ce n'est pas hors de prix. Et vous avez des estimations sur notre site internet si vous souhaitez voir. Mais ce qui est surtout important, c'est comment on met en place. Le premier point, c'est venez comme vous êtes. La clé d'entrée aujourd'hui, effectivement, GA4, c'est très bien fait côté Google. Si vous associez l'implémentation de GA4, le conteneur serveur sur GTM et votre infra-serveur, ça se fait, c'est cousu de fil blanc et puis c'est de tout en tout, c'est plutôt bien fait. Mais sachez que si vous avez UA, ça se fait aussi très bien. Si vous avez GTag en dur, ça se fait très bien. Et même si vous avez un concurrent TMS de GTM client-side, vous pouvez quand même choisir GTM server-side pour la partie serveur. Vous n'êtes pas obligé de repartir du début. On a pas mal de clients qui ont, pour ne pas le citer, un partenaire comme Commanders Act, côté client, parce qu'ils ont leur CMP chez Commanders Act et ils ont le TMS Commanders Act, eh bien, ils pourront faire une implémentation de GTM server-side. Donc, tout ce qui reste client-side reste dans Commanders Act avec les habitudes des équipes et vous passez la brique serveur sur GTM server-side pour aller plus vite parce qu'ils ont de l'avance sur ce marché. Vous avez différents moyens d'implémenter vos serveurs et c'est là où je voulais juste faire un focus avant de rentrer sur les questions, c'est que attention, les serveurs et quand vous allez avoir ou prendre des missions pour vos clients d'implémentation GTM server-side, vous l'avez vu qu'il faut monter une infra-serveur. Pour monter cette infra-serveur, ça veut dire qu'à un moment, vous prenez une décision de où vont être hébergés ces serveurs-là, qui va les monitorer et qui va se lever le samedi à 3 h du matin si jamais ça pète. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Les 3 façons d'installer une infra pour GTM server-side, c'est un bouton automatique dans l'infra de GTM server-side et qui sera sur GCP. Le risque dans cela, et je l'ai mis et vous pouvez revenir sur ce slide-là, c'est que vous ouvrez en fait des serveurs aux US, puisque le bouton a été fait pour le sol américain. Donc, si vous cliquez dessus, c'est plutôt que vous êtes américain que européen. Non pas pour un problématique d'e-privacy, mais surtout de web perf. Si votre infra est aux US, que votre visite a lieu en France, il va falloir le temps que votre requête arrive aux États-Unis avant de pouvoir exécuter le code ou la livraison de GTM.js. Donc, ce n'est pas la solution qui est ultra recommandée sur cette partie-là. Ça va coûter en moyenne 150 € minimum par site Internet puisque vous devrez ouvrir 3 App Engine chez GCP. Du coup, vous portez la solution manuelle, c'est vous qui exécutez les différents envois et les différents l'infra pour votre client. Et là, vous êtes DevOps pour votre client. Donc là, ça peut avoir un risque de connaissance et de suivi. Ça peut être coûteux et ça peut être surtout chronophage si vous n'avez pas forcément les compétences. Ou vous utilisez un service manager. Et c'est ce point de douleur, nous, qu'on a essayé de résoudre chez Addingwell. C'est de dire, OK, on va permettre à des consultants, des freelances, des agences de monter des infras sans avoir à porter la responsabilité de l'infra ni les SLA. C'est Addingwell qui les porte pour vous et vous pouvez justement vendre votre prestation, travailler votre TJM, monter les use cases pour vos clients et tout celui qui gère l'infrastructure sont les équipes chez Addingwell. Les choses à prendre en compte pour une infra importante, c'est est-ce que votre client est international? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en multizone. Si c'est valable, effectivement, si votre client il est un peu aux États-Unis, un peu en Europe et un peu en Asie, il faut penser à infra à l'échelle mondiale pour servir une expérience web la plus rapide du marché, donc avoir une infra en multizone. Est-ce que j'ai plusieurs domaines à héberger? Si j'ai un .fr, .de, .co, .uk, il me faut une infra qui va pouvoir supporter différents domaines pour travailler la first. Il faut ensuite que je m'assure que mes serveurs soient up et qu'ils vont scaler. On arrive bientôt en Black Friday. Il ne faudrait pas qu'à cause du Black Friday, l'infra ait explosé et que vous ayez de la perte de données parce que votre infra n'a pas scalé automatiquement.
et ensuite des SLA et de la R&D. Et ça, c'est ça qu'on va proposer. Donc là, attention, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de littérature là-dessus. N'hésitez pas à demander conseil sur les infras à Starfox qui est capable, ou directement à Dingwall si vous utilisez notre service. Mais vous pourriez aussi faire des erreurs dans ce choix pour votre client et qui va porter à risque votre projet côté serveur alors que les bénéfices sont censés être très sympas. Vous pouvez vous lancer chez Addingwell, vous allez retrouver de l'info, vous avez des free trials en tant que partenaire, vous pouvez ouvrir un compte et l'essayer, et vous pouvez aussi rejoindre notre programme partenaire comme Starfox fait partie, et on va vous aider à monter ces différentes infras pour vos clients et vous accompagner dans ces différents projets. J'essaie de brasser à peu près l'intégralité de la partie serveur, hein, use case, bénéfices, mise en place et infra. Edouard avait un bon slide de résumé pour ouvrir sur la partie questions. Edouard, je te laisse reprendre la main peut-être sur ce point. Oui, pas de souci. Merci beaucoup Romain. C'était juste un slide du coup pour essayer de résumer tout ce qu'on s'était dit sur toutes les différentes solutions. En voyant ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent jouer soit pour vos outils analytics, soit pour vos outils ads, qui peuvent permettre soit de récolter plus de données, soit de récolter de la donnée de meilleure qualité. Du coup, on a essayé de tout regrouper ici. Notre point principal, c'est soit vous connaissez très très bien les sujets et du coup tant mieux, soit essayez de vous faire accompagner, soit vous avez quelqu'un en interne qui gère bien ça, soit Dingwell, soit une agence, que soit nous ou quelqu'un d'autre. L'existant est complexe et en fait, c'est important de prendre des décisions éclairées. On a eu certains clients où, par exemple, on est intervenu, ils se faisaient complètement des mauvaises idées de type le server-side, ça allait permettre de se passer des consentements utilisateurs. Et ça faisait même à peu près un an qu'ils se faisaient cette idée-là. Du coup, c'est important d'avoir les idées bien en place et d'être bien entouré juste pour savoir un peu ce qui peut être pertinent dans votre cas. On a essayé de mettre quelques indications ici sur les sujets, le temps, la valeur, et du coup, de conjuguer ça en étant l'intérêt derrière à la fin. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Il y a tous les sujets dont on a parlé. Ce qu'on voit en vert, c'est surtout tout ce qui est autour de la bannière cookie. Du coup, vraiment passer la bannière cookie en pleine page pour avoir la meilleure qualité de données, optimiser un peu l'UI de la bannière pour aller sur la bonne pratique. Ça, c'est vraiment les choses pas compliquées à faire que tout le monde devrait faire. Et après, vous avez tous les sujets techniques dont on vient de parler là, plus ou moins complexes à mettre en place et qui dépendent aussi de votre cas, de vos usages et de vos priorités. Voilà pour moi. Et sur ce, je pense qu'on finit du coup le webinaire. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions aussi en live. Oui, vous avez répondu. Il n'y a pas de nouvelles questions. Vous avez un peu tous les trois répondu au fur et à mesure. Donc, s'il y a certains participants qui ont encore des questions avant qu'on clôture ce webinaire, c'est le moment. Et puis sinon, merci beaucoup à tous les trois pour votre présence et vos explications. Comme je l'ai dit au début du webinaire, la session était enregistrée et sera disponible en replay sur le YouTube de Malte dans les prochains jours. Voilà, moi je vais vous mettre mon mail dans le chat pour tous ceux qui sont intéressés, qui ont des questions, que ce soit par rapport au webinaire, que ce soit par rapport à Malte, etc. Donc voilà. Et je laisse aux participants la possibilité de vous poser des dernières questions. Je pense que c'est une question pour toi, Romain, côté WebKit. Oui, j'étais en train de remonter le fil. Oui, ce qui est important, et ça c'est un des sujets qui va nous animer, en fait, qui va nous animer complètement sur les prochains sujets, c'est que le point du server-side, alors il y a le principe des fondations du tracking server-side qui va permettre de soulager les sites internet, garantir la sécurité des échanges de données et le côté responsable de traitement. Donc, Edouard, tu disais que c'est une tendance de fond qui est en train de s'installer. C'est clairement une tendance de fond qui est en train de s'installer. Et en fait, elle a juste été coupée par la crise sanitaire et la mise en place des CMP en Europe. Puisque, en fait, si on regarde le marché américain, côté serveur, ils sont beaucoup plus à l'avance que nous. C'est juste que nous, on a été un petit peu freinés dans nos élans. Mais le server-side, on en parle depuis 2 ans et demi normalement. Ensuite, il y a le sujet de qu'est-ce que ça permet de bypasser et jusque quand ça va continuer et est-ce que c'est périn. En fait, le point, il est de dire que ça reste ça du jeu du chat et la souris. Aujourd'hui, on pitch le bypass des adblocks, par exemple, comme le bypass
d'ITP. ITP et Safari vont essayer peut-être de trouver des moyens pour eux de aussi bypasser cette partie côté serveur. Et ensuite, côté serveur, l'idée, c'est aussi de trouver d'autres solutions et dispositions. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir des choses qui vont dans l'intérêt de l'internaute et dans la fiabilité de la donnée collectée. Et ensuite faire en fonction de ce que les géants feront. Donc, ce qui est sûr, c'est que le choix de GTM server-side et de GA4, c'est important pour vos clients parce que ça va leur permettre de garantir quelque chose d'assez structuré pour la suite et sur lesquels, à l'échelle mondiale, c'est là où il y a le plus de R&D qui est réalisé. Et donc, c'est vrai que quand on reparle de WebKit ou des choses et des discussions qui ont eu lieu semaine dernière, en réalité, on voit qu'il y a 200, 300 personnes autour de la planète qui cherchent des solutions très rapides. Et donc, l'idée, c'est de jamais rester très enfermé sur ces sujets-là, parce que pour tous les consultants de Malte ou même chez StarFox, vous avez besoin de R&D et vous avez besoin de gens qui vous portent les messages, parce que quand on est tous les jours en mission chez le client, on n'a pas forcément le temps, ou alors on n'a pas un agenda qui dit « Ok, moi, tous les vendredis, je me fais de la littérature pour gonfler sur ces sujets-là. » Donc, mettez-vous dans les forums de suivi de discussion. Il y a des initiatives à l'échelle internationale ou en France qui permettent ces échanges, mais je pense que c'est là où vous allez récupérer le maximum d'informations et d'énergie pour servir au mieux vos clients. Entre-temps, il y a Vincent qui a posé une nouvelle question sur CMP côté serveur. Oui, alors c'est un des use cases qui est aussi pas mal mis en avant. Alors à chaque fois, dès que quelqu'un écrit un article, on essaye de le publier sur notre site internet pour se faire un peu centre de documentation. Donc typiquement, dès que StarFox va publier aussi, on pourra aussi republier de notre côté. Le use case CMP, c'est un use case qui est assez simple. C'est que, en fait, comme on perd le cookie tous les 7 jours sur Safari, en fait, lorsque vous mettez une bannière cookie tous les 7 jours, vous redemandez le consentement à un utilisateur Safari ou iOS. Ça vient poser un problème sur 2 points. C'est qu'à chaque fois que vous lui redemandez le consentement, potentiellement, il peut redire non. Et donc, vous pouvez y perdre de l'information. Et deuxième sujet, c'est le sujet de la user experience. C'est-à-dire qu'on est tous saoulés à devoir dire oui, non au consentement à chaque fois. Et que là, on a l'occasion de ne pas le faire parce qu'il a déjà dit oui, mais que comme notre CMP ne maintient pas le cookie, on va lui redemander le consentement. Donc, l'idée de ce use case-là, c'est de réécrire le cookie côté serveur pour qu'une fois que la personne ait donné son consentement, vous le gardiez bien 6 mois et que pendant 6 mois, vous ne lui demandiez jamais plus son consentement, comme le cadre de la loi le mentionne. Du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, pile à l'heure en plus. Merci encore à tous les 3 d'avoir été présents et d'avoir animé cette Malte Academy. Et puis, merci à tous les participants d'avoir participé et puis d'avoir posé vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions. Et voilà. Top. Merci pour l'invitation. Au plaisir. N'hésitez pas. Vous avez nos mails s'il y a besoin. Edouard et moi, on se fera un plaisir de vous répondre ou d'apporter des compléments d'information. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous, bon après-midi. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.